Yippee-ki-yay, motherfucker. Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Bienvenue dans ce numéro 51 qui voit enfin un immense retour en salle des très gros noms, des très gros films très attendus. En fait, on a vraiment eu du cinéma. Je pense que nous avons eu du plaisir à aller au cinéma ces dernières semaines et j'espère que mes collègues me rejoindront sur ce point. Peut-être Lucien Alflans. Je sais pas, on va voir. Mais bonsoir quand même, Lucien. Oui, bonsoir. Bonsoir Manuelas. Salut Olivier, salut Lucien. Et toi tu vas commencer sur West Side Story de Steven Spielberg et je sens que ton enthousiasme pour le cinéma va déborder d'un seul coup. Il va inonder de couleurs notre émission, même si c'est uniquement sonore, mais je sens que la bande son va devenir complètement emballante et qu'elle sera pleine de flair comme ton image me le dit là maintenant, puisque nous sommes en décharné. Malheureusement, nous ne sommes que derrière des écrans, mais nous nous voyons quand même un petit peu. Alors, aujourd'hui donc nous parlerons, vous l'aurez compris, de West Side Story, le film de Steven Spielberg, et puis on continuera avec Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, excusez mon accent espagnol extrêmement mauvais. Puis nous parlerons de The Power of the Dog de Jane Campion, et enfin on finira par un film qui est sorti il y a très longtemps, mais bon, j'ai insisté pour mettre au programme, qui s'appelle Julie en 12 chapitres, le film de Joachim Trier. Voilà, donc j'ai préparé cette émission à moitié bien, mais j'ai quand même réussi à préparer un petit jeu d'intro, donc on va lancer Jack Slater. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre toutou, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions? Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains? Attention, ce soir, jeu extrêmement compliqué, très différent de d'habitude, qui s'appelle Tonton Stevie en un mot. Alors, je vous explique le principe du jeu. Je dis, c'est un peu comme pyramide en fait. Je dis un mot et vous devez sortir le film de Steven Spielberg qui est associé à ce mot. Parfois, il y a plusieurs réponses possibles. Très bien. On en fait un pour rigoler au début. Ok, si jamais je vous dis mâchoire. Jaws, les dents de la mer. Excellente réponse, Manu, mais c'était pour du beurre, dommage. Alors, et j'ai oublié de dire bien sûr le mot-clé, le mot magique, le premier qui dit Kate Capshaw à la main. Alors, donc, deuxième mot, soucoupe. Kate Capshaw, La guerre des mondes, ou alors Rencontre du troisième type. Alors, je prends la deuxième réponse, parce que dans la guerre des mondes, ce ne sont pas vraiment des soucoupes, puisqu'ils ont ce sont des tripodes. Mais je prends la deuxième réponse, il y avait aussi Indy 4. Que tu as effacé de ta mémoire. Ce film n'a jamais existé. Très bien, ça fait donc un point pour Manu. Deuxième mot, imposteur. Hans Zimmer. Catch Me If You Can. Ah ouais, ok, ouais. Un demi-point. Un demi-point pour Manu qui n'a pas dit Kate Capshaw, donc ça fait 1,5 pour Manu. Troisième mot, prédiction. Merde, c'est quoi le mot? Kate Capshaw? Kate Capshaw. Lucien. Moi je dis Minority Report. Très bonne réponse, Lucien qui revient dans la course, ça fait 1,5 contre 1. Alors, nouveau mot, Kong. Kate Capshaw, Ready Player One. Oui, bravo Manu, ça fait 2,5 contre 1. Alors, attention, on arrive bientôt, il n'en reste plus que 4. Shanghai. Je sais pas lequel c'est, donc je laisse à Manu. Kate Capshaw, Christian Bale. Kate Capshaw, l'Empire du Soleil. L'Empire du Soleil. Non, alors je donne le point à Lucien pour qu'il revienne dans la course de nouveau, 2 à 2,5. Nouveau mot, rouge. Kate Capshaw, Le Pont des Espions.
Ah, pourquoi tu dis ça? Et Peut-être Coco, Geste, c'est un rouge, coco dans l'âme. communiste. Ok, d'accord, ça va, je l'admets. Je voulais faire allusion à la liste de Schindler, mais c'est pas grave. Ok, ça fait 3,5 contre 2. Il reste 2 mots. Attention, celui-là, rapidité. Pinocchio. Capcho, intelligence artificielle. Bon, vous êtes en même temps, les mecs. Donc, ça fait quoi? On était à combien? 3,5 contre 3? C'est ça? Ok, dernier mot. MLMs. Ah ouais, E.T. Kate Capshaw, E.T. Bien, Lucien. Donc, tu gagnes, en fait, in extremis, je crois. Tu gagnes à 4 contre 3,5. Bravo, Lucien, qui, voilà, contre toute attente, est revenu à la fin de la course. Le non inconditionnel de Tonton Spiel qui gagne. Hein. Bravo. Excellent, messieurs. Eh bien, voilà, après avoir cité tous ces beaux titres, ça nous fait un pont parfait pour parler maintenant de West Side Story de Steven Spielberg. I never seen you before. You're not Puerto Rican. Is that okay? Do you want to start World War III? You know, I wake up to everything I know either getting sold or wrecked or being taken over by people that I don't like. You keep away from him as long as you're in my house. I'm a grown-up now, Bernardo. I'm gonna think for myself. Tony, we need you if we're going to war. Who are you? Friend or foe? If you go with him, no one will ever forgive you. Life matters even more than love. Remake tant attendu du film de Robert Wise de 61. West Side Story est donc le nouveau film de Steven Spielberg. Vous connaissez l'histoire bien sûr, donc c'est Roméo et Juliette revisité sur fond de guerre des gangs dans l'ouest de New York, avec deux gangs rivaux qui s'affrontent, les Jets qui sont on va dire les Wasps, hein, les blancs, contre les Sharks, qui sont les portoricains. Et puis bien sûr, notre ami Tony, le Jet, va tomber amoureux de Maria, la portoricaine, qui n'est autre que la sœur de Bernardo, le chef des Sharks. C'est une comédie musicale, vous le savez, la musique est de Leonard Bernstein, et le livret, donc les paroles, sont de Stephen Sondheim, qui nous a quittés récemment. Alors, pour ce film, Steven Spielberg refait équipe au scénario avec Tony Kushner, avec qui il avait travaillé sur Munich et sur Lincoln. L'image, bien sûr, est de Janusz Kaminski, le montage de Michael Kahn, bien sûr, les fidèles de Spielberg. Au niveau des acteurs, on retrouve beaucoup de très jeunes acteurs. Il y a juste Ansel Elgort qu'on connaissait puisque c'était le Baby Driver de Edgar Wright. Il y a aussi Rachel Zegler qui est Maria, Ariana DeBose qui joue Anita, David Alvarez et Bernardo, Mike Fist et Riff, et enfin on retrouve Rita Moreno qui est ici Valentina mais qui jouait Anita dans le film de Robert Wise, donc je le rappelle en 61. Qui produit le film aussi. C'est Manu qui commence sur West Side Story. Déjà, en premier but, c'est un film que j'attendais beaucoup pour plusieurs raisons. Il y a déjà premièrement mon attachement au genre de la comédie musicale en général au cinéma. Il y a deuxièmement mon attachement au film de Robert Wise, qui est un film que je continue à regarder encore régulièrement. Et troisièmement, l'attachement de Spielberg à ce projet, puisqu'on sait que son cinéma a beaucoup tourné autour de l'idée de la comédie musicale sans jamais vraiment l'aborder frontalement. On pense à l'ouverture d'Indy 2, à 1941, mais je pense aussi à Catch Me If You Can. Et effectivement, West Side Story, c'est un condensé de tout l'art chorégraphique de Spielberg. Donc c'est un peu pour moi compliqué d'en parler un peu à chaud après une seule vision, parce que comme toujours chez Spielberg, c'est un film qui avance à une vitesse folle, et je pense qu'il va falloir encore plusieurs visions pour en déceler
toutes les richesses, tant c'est un film qui ne cesse d'enchaîner morceaux de bravoure sur morceaux de bravoure. C'est vraiment un film que je trouve d'une beauté absolument terrassante, qui n'arrête pas de me hanter là depuis que je l'ai vu. Mais là où le film, à mon sens, est peut-être le plus intéressant, c'est dans la manière avec laquelle il dialogue avec le film de Robert Wise, et ça dès son prologue, qui reprend le prologue musical de la chanson des Jets, là, où dans le film de Wise, on avait ces plans extrêmement larges de la ville, vue du ciel, pour finir par arriver sur le terrain de basket. Et chez Spielberg, on est dans des plans beaucoup plus rapprochés. On t'amène à découvrir progressivement le décor, un décor qui est déjà plus un terrain de basket, mais qui est juste un champ de ruines, et qui porte en lui déjà tout le sous-texte autour de la condition des Jets, avec ce personnage le premier personnage des Jets qu'on va découvrir, et qui sort de l'écran, et qui sort littéralement de sous terre, comme si il sortait d'entre les morts, en fait, d'une certaine manière. Et c'est quelque chose que Spielberg va travailler tout du long, avec cette notion de personnages déclassés qui sont régulièrement relégués dans la pénombre. On trouve ça plus tard dans la séquence de présentation de Tony, justement, où il y a un ajout intéressant de Spielberg et de son scénariste, Tony Kushner, qui est de rajouter un passif criminel au personnage de Tony. Tony qui a donc, dans ce film-là, fait de la prison. Et là encore, Tony, il n'est pas présenté en pleine lumière comme dans le film de Wise, mais en train de décharger des provisions dans le sous-sol du bar où il travaille. Et là encore, t'as la caméra de Spielberg qui s'amuse à le plonger dans la pénombre, à le recadrer, en tout cas à rappeler régulièrement les motifs de barreaux de prison, comme ça dans le cadre. Et c'est quelque chose qui va être encore plus visible dans la grande séquence du film, la séquence des escaliers, là, celle de la déclaration entre Tony et Maria. Donc voilà, c'est un film que je trouve absolument passionnant dans sa manière de dialoguer avec le film de Wise, pour jouer avec cette mémoire cinéphile que peuvent avoir les spectateurs vis-à-vis du film de 61. Et après, juste pour terminer sur ce qui est à mon sens un des plus beaux ajouts du film de Spielberg au film de Wise, c'est le fait d'avoir repris Rita Moreno, et le rôle qui est donné à Rita Moreno, qui joue ici la veuve de Doc, Valentina. Doc qui était dans le film de Wise, le tenancier du bar où se retrouvaient à la fois les Jets et les Sharks. Il y a quelque chose, je trouve, d'extrêmement émouvant qui est développé autour du passif, là encore, de ce personnage-là, qui, comme Tony et Maria, a sûrement souffert d'avoir été dans une union mixte, puisqu'elle était en couple avec Doc. Et il y a cette idée, encore une fois, tragique, que l'histoire se répète, et que ce qui arrivait à Doc et Valentina arrive aussi à Tony et Maria, avec la reprise aussi du morceau Somewhere, qui était une des dernières chansons qui réunissait le couple à l'écran dans le film de Wise, et qui ici est déplacé un peu plus tôt dans le récit, et qui est chanté par Rita Moreno comme une sorte d'éloge funèbre à Doc. Et c'est quelque chose que je trouve à la fois de bouleversant et de passionnant dans les pistes de lecture que ça ouvre autour du film. Donc voilà, je m'arrête de parler parce que je pars un peu dans tous les sens. Mais voilà, c'est un film que je vais avoir besoin de voir, revoir et revoir pour en déceler toutes les subtilités. Lucien ? Spielberg est un grand metteur en scène. Ça, rien à redire là-dessus, et je pense que Manu a tout à fait vient d'en parler très justement. Par contre, c'est marrant parce que Manu a commencé son intervention exactement par l'inverse de la manière dont je l'aurais commencé. C'est-à-dire que moi, mon attachement à la comédie musicale est très relatif. La version même de Wise que j'ai dû voir 5 ou 6 fois dans ma vie, mais pareil, je n'ai jamais eu un grand intérêt pour ce film. J'aime peu les paroles de Sondheim. La musique de Bernstein me plaît plutôt, mais voilà, plus à l'écoute. Je m'ennuie énormément devant les deux films, que ce soit celui de Wise comme celui de Spielberg. Donc c'est sûr que j'y allais pas, enfin j'y allais curieux en me disant mais qu'est-ce qu'il va faire de ça. Et je trouve même qu'en fait il y a des choix qui ne sont quand même très rarement lié à la mise en scène, qui est, comme le dit Manu, un enchaînement d'actes de bravoure absolument dingue. Et ça, à partir du moment où on aime le cinéma, quand on va voir un film de Spielberg, généralement on en voit. C'est le cas ici. Mais il y a la plupart des choix que fait Spielberg par rapport au film de Wise m'étonnent. Je trouve le film de Spielberg extrêmement laid, mais vraiment, je trouve d'une laideur plastique. Vraiment, je trouve ça affreux. Mais ça, c'est une question de... Pour le coup, celui de Wise, je le trouve joli, plastiquement. Mais je parle juste
même pas d'esthétique, de plastique pur. Je trouve la lumière, mais souvent avec Kaminski, moi j'aime peu Kaminski. Je trouve cette espèce de lumière blanche grisâtre qu'il utilise beaucoup, je la trouve toujours très laide. Alors les flares, j'ai jamais vu un film avec autant de flares de ma vie. Enfin vraiment, je pense que ça doit être un record mondial à rentrer dans le Guinness Book. Et si j'étais un peu joueur, je dirais que j'ai regardé ma montre autant de fois qu'il n'y a de flares dans ce film. Et voilà, en fait, je me fous de tout ce qui se passe dans ce film. Mais je dois dire, pour être très franc, j'ai la même chose avec le film de Wise, qui est unanimement considéré comme un chef-d'œuvre. Mais ce qui est très paradoxal, Lucien, quand tu parles du genre de la comédie musicale, c'est qu'il y a un mois, on parlait d'Annette, et c'était pas un genre qui semblait te poser problème. Donc j'ai un peu de mal à cerner quelle distinction tu fais en fait. Alors, c'était un autre film, un autre épisode, mais c'est vrai que sur Annette, moi je maintiens que c'est pas une comédie musicale. C'est un film musical, et il y a plein de films musicaux que j'aime, et il y a aussi des comédies musicales que j'aime, je dis pas le contraire, mais c'est rare, c'est rare. C'est plutôt un genre qui ne m'attire pas, on va dire ça comme ça. C'est peut-être même le seul genre cinématographique vers lequel je ne vais pas de manière naturelle, je vais dire. Et c'est vrai que j'avais plutôt dit du bien de La La Land, que j'ai adoré Annette, que j'adore les films de Bob Fosse, que j'adore Phantom of the Paradise, que j'aime un grand nombre de Minelli, enfin voilà. Mais je sais qu'il y a un filtre entre moi et beaucoup de comédies musicales qui sont unanimement considérées. Après, il y a quelque chose de très schématique dans la narration des West Side Story. Là, je parle vraiment des deux films parce que j'ai revu le Wise il y a de ça peut-être 2 mois, je ne sais plus exactement. Je ne crois à aucun personnage, je me fous de ce qui leur arrive alors que ça devrait être une tragédie. Voilà, et je retrouve vraiment exactement la même chose dans le film de Spielberg. Donc hormis, je veux dire, c'est le seul truc sur lequel j'ai un vrai recul, je veux dire, qui est la plasticité du film qui me gêne. Sur le reste, je pense être bien conscient que le problème est entre moi et le film et pas dans le film. Très bien. Eh bien, écoutez, moi, messieurs, je vais plus me ranger du côté de Manu. Je trouve que le film est extrêmement beau, même plastiquement. Je trouve qu'il m'emporte immédiatement. Je n'en ai pas rien à foutre des persos. Je suis même très ému à la fin du film. Mais bon, bref, moi, j'ai pas un attachement non plus particulier, que ce soit au film de Robert Wise ou que ce soit à la comédie musicale en particulier. Mais je trouve que ici, la virtuosité de la mise en scène de Spielberg, la virtuosité de la manière dont il remplit, dans ce film, il remplit énormément tous ses cadres, tout est vraiment très chargé, c'est un film qui est vraiment très chargé au niveau visuel, il y a énormément de couleurs, énormément de détails, les décors sont très chargés, c'est quelque chose qui peut agresser, je conçois ça va à 200 à l'heure, c'est vraiment un prodige au niveau de la mise en place, c'est prodigieux selon moi. Je trouve que c'est super fort de voir tous ces jeunes acteurs, c'est vraiment bien de voir tous ces nouveaux visages. Je suis pas fan de... Bon, ça j'y reviendrai après, mais je trouve que malheureusement, l'ombre au tableau, c'est que je trouve que l'alchimie entre les deux personnages principaux peine un peu à venir. Je trouve que les scènes qui sont entre deux sont sans doute celles que j'ai moins aimées dans le film, et donc du coup il y a certains moments dans le film où en effet mon attention retombe un peu, mais en même temps il y a des morceaux de bravoure qui surélèvent tellement l'ensemble que je reste complètement accroché, scotché, et à la fin l'émotion me saisit vraiment. J'ai trouvé le dernier acte du film, enfin tout ce qui se passe, je pensais pas que Spielberg allait aller à ce point dans la tragédie à la fin. Je crois que c'est la première fois, ou en tout cas une des premières fois, où je me suis dit dans une scène, la scène entre Anita et Maria, une fois que Anita est rentrée dans la chambre de Maria et qu'elle a vu Tony sortir par la fenêtre, là il y a une dispute entre les deux femmes, les deux belles-sœurs en fait, et c'est la première fois que je me suis dit que la comédie musicale, le fait que ce soit chanté, ça rendait le tout plus fort émotionnellement. Je crois que c'est la première fois vraiment que j'ai été saisi à ce niveau-là par une scène de comédie musicale, je crois, ou en tout cas ça m'était sorti de la tête si ça s'était arrivé avant. Et là où je trouve encore une fois le film très fort, c'est que je trouve qu'il résonne très fort avec notre époque actuelle en fait.
tout ce qui est dit sur la chance d'être blanc, on va dire, en gros. Je trouve que ça résonne très fort encore avec les événements des années passées. Tout ce qui est dit autour de la gentrification, ou le fait aussi que... ça, c'est un point aussi que je trouve super bien cerné dans le film, c'est à quel point les Jets, donc les Blancs, sont considérés comme de la vermine dans ce West Side qui est en ruine, et qui les a un peu dégénérés. Je trouvais que ça, c'était vraiment particulièrement fort. Mais au point de vouloir continuer à rester même dans la pénombre. Il y a cette scène assez marquante de la scène du duel où les Jets et les Sharks arrivent dans ce hangar qui est plongé dans l'obscurité. Il y a quelqu'un qui allume les lumières, et je crois que c'est Reeve qui demande tout de suite d'éteindre la lumière. Et ça, pour moi, ça évoque toute la différence qu'il y a entre le personnage de Tony et celui de Reeve. C'est la manière dont Tony, lui, s'extrait, ou un peu de ça, ou du moins cherche à s'extraire de ça. Il y a ce moment qui est ce plan assez symbolique avec Rita Moreno, quand il a fini de nettoyer le sol du bar, où il se reflète dedans. Et pour moi, c'est toute la différence et tout le rapport à son environnement social qui le distingue de Reeve. L'inspiration de Tony, elle est tout autre que celle de Reeve. Le Reeve, lui, se complaît un peu dans cet espace là où Tony cherche à le fuir. Et là encore, c'est quelque chose que le film travaille tout du long. Il y a aussi quelque chose que je trouve très beau autour du personnage de Tony. Effectivement, quand tu parles des deux personnages principaux, je suis pas moi d'accord avec par rapport au personnage féminin. Moi, je trouve assez exceptionnel le Rachel Zegler. En revanche, c'est vrai que le personnage principal, Ansel Elgort, c'est pas un très grand acteur. Après, à mon sens, il fait quand même plus le job que le faisait l'interprète principal du film de Wise, qui était quand même une belle endive. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais si on peut avoir des réserves sur l'acteur, il y a encore là justement une idée assez intéressante autour de son passé, de pourquoi il est aussi allé en prison. C'est quelque chose qu'il va devoir expliciter un moment auprès de Maria pour justifier pourquoi il tient tant à se tenir en dehors de cet affrontement qui se prépare entre les Jets et les Sharks. Et c'est là quelque chose qui accentue encore le drame, lorsqu'il finit par prendre la décision de céder à la demande de Maria. L'idée de repousser ce moment du choix de Tony, la manière de Spielberg de différer de certains points d'intrigue, certains numéros musicaux, de les décaler, ça fait qu'à un moment, moi, tout en étant au fait du film de Wise, j'arrive à douter de l'issue du film. C'est quelque chose qui finit par me surprendre à nouveau. Et la manière de réagencer les numéros rend les enjeux, je pense, du film d'autant plus fort. Et c'est marrant parce que je suis d'accord avec ce que vous disiez tous les deux sur la modernisation, je veux dire, des enjeux du film. Dans la première partie du film, ça m'a tenu. Entre autres, presque dans les premiers plans, on a tout de suite un truc sur la gentrification, comme tu le dis. Et puis très rapidement, avec le changement de rôle de Rita Moreno, tout ce que ça implique, etc. Je me disais, ça va être un truc qui va me tenir. Sauf qu'en fait, je trouve que ça se perd un peu sur le trajet du film, sur le long du film. Et je trouve que quand ça revient à un certain moment, entre autres, la petite scène MeToo, elle est un peu lourdingue. La scène MeToo ? Ah oui, la scène MeToo, pour le coup, ça c'est clair et net. La tentative de viol ? La scène... Ouais, enfin, la scène où Rita Moreno intervient, justement. Alors moi, je vois pas du tout en quoi les MeToo, c'est quelque chose qui était déjà en germe dans le film de Wise, et que ces scènes de viol en 61, ben oui, pouvaient pas être aussi explicites à ce moment-là. Oui, mais là, c'est le discours de Moreno qui est vraiment très littéral, quoi. Mais moi, je vois pas en quoi cette modernité devrait me choquer. Je trouve que ça fait justement sens avec le fait que dans le film de 61, ben, c'était Moreno qui subissait ça, et là, qu'elle se retrouve à prendre la défense de cette jeune fille, là, encore, ça fait partie du dialogue passionnant qu'il y a entre les deux films. C'est pour ça, moi, que j'ai beaucoup de mal avec toutes ces critiques, avec l'aspect soi-disant woke là du film de Spielberg. J'ai beaucoup de mal à comprendre tout ça parce que justement le film ne fait que réactualiser certaines choses qui étaient déjà en germe dans le film de 61. Ça fait partie de l'ADN du film de Wise et de la comédie musicale dont il est tiré. C'est la même chose, les mêmes reproches là qu'on adresse à Spielberg avec le cast de ce personnage d'Anybody là par un acteur non genré. Le personnage s'appelle Anybody, c'est pas pour rien. Oui, là sûr, aussi, c'est juste un prolongement de ce qui était déjà en germe dans le matériau original, en fait. Bah, déjà en germe, c'était pas quelque chose en germe, c'était quelque chose qui était là, quoi. C'était quelque chose qui était là et qui était bien compréhensible. On avait peut-être pas besoin de l'expliciter de manière encore plus littérale, comme le fait Spielberg. Après, je pense que ça va aussi avec... je pense que Spielberg est quelqu'un d'extrêmement littéral et parfois j'adore ça, parfois ça me lourde un peu plus, mais c'est quelqu'un qui aime bien les discours à plat, quoi. Voilà, mais c'est pas un défaut en tant que tel. Alors là ça se discute beaucoup, parce que quand tu sais qu'une grande partie du sens de ces films passe avant tout par l'image, le symbole,
je sais pas, résumer ces films à juste leur enveloppe, juste à la couche supérieure, c'est à mon avis faire fausse route. Peut-être hyper clairvoyant, mais moi je me méfierais de tirer des conclusions après une seule vision. Je pense que c'est un film qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Il y avait autre chose que tu disais, Lucien, c'était sur les flares. Alors oui, en effet, c'est vrai, le film est blindé de flares. Même des flares qui sont carrés ou rectangulaires souvent. Et des flares qui viennent de sources lumineuses qui n'apparaissent pas à l'écran aussi. C'est vraiment un truc qu'on voit plus ou moins jamais. C'est-à-dire des flares qui sortent des bords de l'écran. C'est vraiment très très particulier. Et moi, ça m'a pas... Enfin, je l'ai remarqué, parce que souvent, c'est un truc qui en effet, enfin, voilà, c'est pas un truc que j'aime beaucoup. Mais ici, par exemple, dans la scène de rencontre entre Tony et Maria, j'ai trouvé ça génial. En fait. Donc, c'est-à-dire en fait, c'est le moment où c'est vraiment le flair qui indique à chaque fois qu'il y a le dessus, on va dire. Enfin, qu'il y a le... Mais ce qu'il y a surtout, c'est que... Enfin, moi, la manière dont je l'ai ressenti, c'était que ils étaient d'un coup, d'ailleurs c'est appuyé par la mise en scène après, parce qu'une fois qu'il y a un personnage tierce qui intervient, la lumière change complètement. Ils sont dans une lumière beaucoup plus chaude, beaucoup plus dorée quand ils sont ensemble, et ensuite quand Bernardo ou je ne sais plus qui intervient, la lumière redevient beaucoup plus froide. Mais justement, quand ils sont juste entre eux deux avec tous ces flares autour d'eux, là, ça rajoute de la magie en fait. Ils sont dans une espèce de monde enchanté, étincelant, qui rajoute dans le côté magique de la rencontre. Et à la fois derrière, tu as ces motifs de barreaux, de lignes verticales, du moins de lignes horizontales, là, qui encore te rappellent que ce que tu vois, c'est déjà en sursis. Et après, je sais pas si ça fait ce même effet. Moi, il faudrait que je revoie le film une seconde fois. Mais j'ai l'impression aussi qu'à l'arrière-plan, avec ces flares, ces teintes bleutées et rouges, et ces flares effectivement qui clignotent, t'as le drapeau américain, en fait, derrière. C'est quelque chose qui est suggéré. Ouais, il en joue à plusieurs moments de ça. Il joue aussi et je pense qu'il fait ça dans cette scène-là, mais il le fait à plusieurs moments. Des flares comme vraiment d'un indicateur sur l'image. Alors c'est marrant, enfin, je veux dire c'est un truc à regarder en tant que tel, mais il y a un moment où, enfin vraiment il y a des moments où t'as l'impression de regarder un sapin de Noël. Mais oui, il y a des moments vraiment où le flair indique. Tu peux dire ça chez J.J. Abrams, parce que pour le coup chez lui là, les flairs sont vraiment cosmétiques, mais il y en a moins chez J.J. Abrams, il y en a moins. Ils ont juste pas de sens. Ils sont pas portés par un projet de mise en scène comme chez Spielberg. Ils ont pas de sens, mais il y en a moins, je te jure. Ils sont juste pas portés par un projet de mise en scène comme chez Spielberg, ce qui fait toute la différence, parce que le flair en tant que tel, c'est pas un problème. Nous, on a grandi avec le cinéma de McTiernan, qui en usait de manière justement. Ouais, pas de la même manière. Qui en usait justement de manière à rythmer l'action, à se rappeler la nature du spectacle que t'étais en train de voir. Alors aujourd'hui, vu que la mode est à doudou nostalgie, t'as n'importe quel tâcheron qui en ajoute un post-prod pour se la péter. Mais c'est pas le problème du flair en tant que tel, c'est ce que t'en fais. Je trouve ça assez ironique d'attaquer Spielberg justement sur ça. Bien sûr, mais il y a des moments dans ce film-là où les flairs donc viennent par les côtés de l'image et ils les utilisent vraiment comme des souris, quoi, comme des pointeurs pour donner un peu les jeux de pouvoir entre les personnages et qui a le dessus sur l'autre en fonction de la chanson. Faut dire ce qui est. À certains moments, c'est assez. Enfin voilà, comme je disais, Spielberg est un grand metteur en scène et ça c'est vraiment ça participe à des sous-lectures qui sont intéressantes. Mais il y a un moment où, enfin vraiment pour moi c'est trop, quoi. Tu veux dire que c'est trop clair pour toi? Non, c'est trop de flair, c'est tout. Je veux dire vraiment, il y a des moments où je ne voyais plus que ça, j'arrivais pas à regarder autre chose dans l'image parce qu'il y en a, comme ils bougent la caméra et qu'ils apparaissent et qu'ils réapparaissent de l'autre côté, il y a vraiment des moments où, enfin, je disais en rigolant. Je parlais d'un sapin de Noël, mais il y a vraiment un côté warning, quoi, feu qui clignote, quoi. Très bien, messieurs. Manu, tu veux conclure ou ça ira comme ça? Non, je pense qu'on va conclure avec les mots de Lucien, c'est trop. Mais c'est vrai que c'est beaucoup. Il faut aussi dire à nos auditeurs, c'est beaucoup. Et moi, je trouve personnellement que c'est beaucoup de cinéma et beaucoup d'émotions dans un film de 2h40 là où je n'ai absolument pas regardé ma montre, contrairement à Lucien. Donc moi personnellement, et vous l'aurez compris aussi, Manu, nous encourageons à voir ce film, en tout cas à vous faire votre propre avis. On va continuer avec Madres Paralelas de Pedro Almodóvar. A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis, pero no sé si puedo permitírmelo ahora.
No es cuestión de si podemos permitirnoslo. Es cuestión de que ya está aquí. Si vuelve aquí no hará sino remover las cosas. Yo no puedo perder esta oportunidad. Si dejo la compañía no volveré a trabajar nunca más. Pues vete de gira. Vas a ser muy morena como tú. Es muy morena. En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba. Yo no tengo dudas. Pero yo sí. No, mi amor, ya está. Yo cada vez la veo más étnica, ¿eh? Yo solo me acosté con Arturo. Pues entonces sale tu padre. Uy, esos barquillos. El tiempo que hacía que no los veía. Oye, ¿tú has pelado patatas alguna vez? ¿Me estás ofreciendo que trabaje aquí? ¿Y qué tengo que hacer? Pues cuidar de Cecilia y de la casa. Bueno, yo encantada de fotografiar zapatos y cinturones. Hija, me da cosa que tú eres demasiada fotógrafa para esto. Pero necesito trabajar. Los actores son todos de izquierdas. ¿Y tú de qué eres? Yo soy apolítica. Mi trabajo es gustarle a todo el mundo. ¿Pero y tu hija dónde está? No soporto que te la lleves. ¿No pensaste nunca en mí? Todo el tiempo. Mi amor, yo te quiero mucho, ¿eh? Tiene rasgos de mi madre. Madres Paralelas, donc c'est le nouveau film de Pedro Almodóvar qu'on ne présente plus, l'auteur ibérique dont nous avions déjà parlé ici de Julieta et Dolor y Gloria, si je me rappelle bien. Donc c'est son nouveau film qu'il a écrit et réalisé. Il est interprété par Penélope Cruz, qui n'est pas une nouvelle dans l'univers almodovarien, qui joue donc Janice, un personnage qui se bat pour exhumer les restes de son arrière-grand-père victime du franquisme et qui rencontre l'historien Arturo et qui va tomber enceinte de lui. Quelques mois plus tard, elle partage la chambre de la maternité avec la jeune Anna, une adolescente enceinte elle aussi, vous l'aurez compris, et qui ne désire pas cet enfant. Les deux femmes se lient d'amitié et comme nous sommes chez Pedro Almodóvar, elles vont être amenées à se recroiser dans un mélodrame familial compliqué et ici, nouveauté sur fond historique assez prégnant. Alors, je l'ai dit que Penélope Cruz était Janice, il y a Milena Smith qui est Anna. On retrouve également la bien connue Rossi de Palma et Arturo est lui interprété par Israel Elejalde. C'est Lucien qui commence sur le film de Pedro. Je trouvais ça ok. Ok plus ou ok moins? Non, mais je plaisante. C'est un film qui fait très partie de la veine plus récente du cinéma d'Almodóvar et qui est généralement la partie de sa filmographie qui m'intéresse le plus. Et en même temps, là, j'aurais tendance à dire que c'est un film mineur d'Almodóvar, c'est un petit film, c'est un film qui est bourré de défauts, et en même temps je pense que si on aime Almodóvar, il porte tout ce qu'on peut aimer chez Almodóvar malgré ses défauts. De plus en plus, en regardant les films d'Almodóvar, je me dis que qu'il y a quelque chose qui est singulier dans chacun de ses films et qui se ressemble à chaque fois, mais qui a à chaque fois sa patte singulière à chaque film. C'est cette espèce de direction artistique qu'on reconnaît en un plan, ce que j'appelle vulgairement direction artistique, on pourrait dire décor et costume, quoi. Et en même temps, il arrive à se moderniser là-dedans, et de plus en plus, j'ai l'impression qu'il aplanit sa lumière. Alors je trouve par exemple, là à nouveau, je vais être un peu tatillon sur la lumière aujourd'hui, je trouve la lumière du film assez dégueulasse, enfin très plate, c'est-à-dire qu'elle cherche à éclairer absolument tout. C'est vraiment de la lumière de télé, quoi. On essaie d'éclairer un maximum le plateau, et en même temps je trouve que ça rend parfaitement hommage au travail justement sur la DA et sur l'esthétique de ce qu'il y a dans le plan plutôt que le plan lui-même. Je sais pas si je me fais comprendre en disant ça. Quand Lucien dit DA, il veut dire direction artistique. Oui, c'est exactement ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, à côté de ça, c'est sûr que Pedro Almodóvar n'est pas un virtuose comme les Spielberg, mais c'est quand même quelqu'un qui sait bouger sa caméra, et même si, comme je le disais, je trouve à certains moments la lumière assez dégueulasse, je trouve qu'on garde même dans un petit film, un film où on sent qu'il n'est pas absolument passionné par son sujet, par ce qu'il fait, on a quand même des moments de mise en scène qui fonctionnent assez bien. C'est un super directeur d'acteurs aussi, je trouve que les trois acteurs principaux sont assez bons. Maintenant, je pense qu'il y a le plus gros écueil du film se trouve dans son écriture et dans la manière dont il n'arrive jamais à imbriquer ces deux segments. Le film aurait un peu, on pourrait dire, essaierait un peu de traiter en parallèle une histoire intime
qui toucherait un couple et demi, disons, enfin en tout cas 2 mères et un père, et une grand-mère éventuellement, et la grande histoire de son pays. J'aurais tendance à dire que les 2 films m'intéressent, mais que le mélange ne prend jamais. Et c'est dommage parce que ça dessert plutôt la partie historique avec un grand H, disons, jusque dans une dernière scène qui est un petit peu poussive, un petit peu difficile à appréhender, je dirais même. Jusque dans son dernier plan. Ouais, c'est ça. Le dernier plan qui fait partie de la dernière scène, absolument. On pourrait dire que c'est un film décevant, et en même temps, il y a tellement tout ce qui fait le cinéma d'Almodovar que pour peu qu'on aime le cinéma d'Almodovar, on ne peut qu'être intéressé par le film, je pense. Ouais, moi, je rejoindrai assez Lucien sur les qualités et les défauts du film. C'est un Almodovar, à mon sens, en mode mineur, et c'est vrai que cette imbrication entre cette histoire du pays et l'histoire de ces 2 femmes, à mon sens, fonctionne principalement sur le papier, assez peu dans le cœur du film. Et j'ai aussi un petit souci dans un des éléments du film qui a trait un petit peu pendant tout un temps à une forme de culpabilité ou de relation ambiguë que développe Penélope Cruz, qui sait des choses que l'autre personnage ne sait pas, et qui passe par une scène que je n'arrive pas du tout à acheter. Je ne comprends pas comment elle s'insère dans le récit, qui est cette séquence où, juste après s'être rapproché une première fois le premier soir pour la garde des enfants, Penélope Cruz se glisse dans le lit de l'autre mère, et on se réveille le lendemain et elle lui fait un test antigénique rapide à elle et au gamin, et ça ne pose pas de question à l'autre mère du pourquoi, du comment de ça. Et c'est quelque chose qui, pour le coup, au moment, me casse un petit peu la dynamique du récit et de celle entre les personnages, parce que je ne comprends pas comment cette scène-là peut exister sans que le personnage en face ne réagisse. C'est vrai que c'est très étrange, et qu'en plus, il y a une petite intrigue qui est très appuyée en plus par la musique, qui à certains moments est vraiment, on dirait vraiment une musique tirée d'un Hitchcock ou d'un Verhoeven, enfin vraiment une musique très thriller. Donc il y a une intrigue autour de ça, et on la plombe après 5 minutes de film. Enfin, il y a vraiment un truc, l'intrigue sur tout ce qui touche, on va pas spoiler pour ceux qui ne la verraient pas, mais sur tout ce qui touche à ce test dont parle Manu, est extrêmement prévisible. Donc voilà, j'aurais effectivement pas plus à dire sur le film. C'est un film qui vous contentera en tant que fan d'Almodovar, mais qui, à mon sens aussi, ne va pas plus loin, où je le sens quand même assez peu se renouveler. Il y a toujours les mêmes qualités de direction d'acteur, mais voilà, j'ai du mal à comprendre, de savoir en fait réellement où il veut aller, et il m'amène pas vraiment, à mon sens, où il le cherche. Oui, pas mieux, je suis d'accord avec vous. Quasiment pendant tout le film, je me dis, mais qu'est-ce que ce film me raconte exactement ? Vers quoi est-ce qu'il veut aller ? Il y a un moment où on a l'impression que le film va même faire une sorte de thriller. Tiens, pourquoi pas ? Ça peut être une direction intéressante. Et puis finalement, c'est abandonné. Ça commence sur un truc historique, et puis il y a cette histoire très mélodramatique, et puis, je sais pas, il y a un peu plein d'éléments, et j'ai l'impression qu'il multiplie un peu des pistes sans vouloir vraiment prendre aucune à bras le corps. Même cette histoire, donc, comme tu disais, Manu, il y a un personnage qui en sait plus que l'autre, etc. Mais on va pas très loin en termes d'exploration psychologique ou de rapport de force psychologique entre entre les quelques personnages qui sont mis en scène. En plus, le film se déroule principalement dans l'appartement de Penélope Cruz. Donc on a un seul décor, comme le disait Lucien, qui est suréclairé. C'est vrai que ça manque de flair pour le coup. Non, c'est vrai que c'est assez bizarre. Il y a un côté presque... moi, je voyais le quatrième mur tout le temps. C'est quelque chose que de toute façon il développe depuis oui, il y a toujours ça. Mon paquet de films. Il y a déjà, je pense, eu toujours ça. Ouais, c'est vrai. Mais c'est encore plus prégnant, j'ai l'impression, ces derniers films, quoi, où il y a une sens de l'épure, entre guillemets, il épure un petit peu à tous les niveaux, et ça devient extrêmement limpide. Peut-être un peu trop parfois. Son dernier court ou moyen, là, dont j'ai totalement oublié le titre. La voix humaine. La voix humaine, ouais, d'après Cocteau, là, oui.
était assez, était presque une mise en abîme de ça. Hein. Une mise en abîme de ça, exactement. Oui, mais je trouve quand même qu'il y a certains films où tu vois moins ce côté un peu esthétique, un peu fabriqué, presque théâtral comme ça. Il y a certains films où ça se voit beaucoup moins. En chair et en os ou Volver par exemple. Bah oui, ou Parle avec elle, ou Volver, mais ce sont des films qui sont peut-être plus tenus dans leur narration et qui ont qui t'emportent peut-être plus émotionnellement, et donc tu achètes peut-être plus ce truc-là, non ? Ouais, c'est vrai que oui, parce que là, en effet, comme je suis pas emporté par ce que me raconte Pedro Almodóvar, je regarde beaucoup le décor en fait. Je me dis tiens, elle lit ça, oh, tiens, ils ont mis ça dans le décor, oh, tiens, pourquoi ? Ouais, toi aussi tu regardais les livres et tu te... Exactement, je regardais les livres qu'il y avait sur le côté, je regarde le jambon serrano qu'il y a dans la cuisine. Même si il y a un très beau personnage féminin, assez fort, quoi, qui est superbement interprété par Penélope Cruz, mais bon, vous l'avez dit, Penélope Cruz a vraiment de la chance d'avoir rencontré ce metteur en scène qui lui fait jouer des rôles très forts à tous les âges de sa vie, je l'espère encore pendant longtemps. Mais c'est vrai qu'ici, moi, je reste quand même assez extérieur à tout ce qui se passe, et je peine à rentrer dans ce film qui déroule un peu comme un comme un téléfilm, tu l'as dit, Lucien. Après, il vient de là. Enfin, je veux dire, c'est le même truc que cette espèce de quatrième mur. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve toujours dans ces films, cette espèce de rapport étroit avec la télé, quoi, vraiment. Et au niveau de l'éclairage, c'est vraiment là-dessus que c'est le plus prégnant, je trouve. Dès ses premiers films, on a ça, et c'est à mon avis jusqu'au dernier. Ce sera comme ça, quoi. Les films d'Almodóvar ont une lumière plate, c'est comme ça. Voilà, c'est particulièrement prégnant quand même. Très bien, messieurs, bien si on n'a rien de plus à dire, on peut enchaîner avec le film de Jane Campion, The Power of the Dog. It's just a man. Only another man. Faut-il encore présenter Jane Campion ? Oui, en fait, on va le faire ici puisque c'est la première fois qu'on en parle, que nous avons la chance de parler d'un de ses films. Alors, réalisatrice néo-zélandaise née à Wellington en 1954, son premier court-métrage Peel obtient la Palme d'Or du court en 1982. Elle passe au long-métrage en 1989 avec Sweetie, puis Un ange à ma table en 1990, avant bien sûr la consécration critique publique de La leçon de piano en 1993, film pour laquelle elle est restée 28 ans, la seule femme à avoir reçu une Palme d'Or du long-métrage jusqu'au mois de juillet de cette année. Depuis ce succès, le succès du piano donc, elle a réalisé entre autres 4 longs métrages et co-réalisé 2 saisons de la série Top of the Lake qui, je crois, a été tournée au même endroit que The Power of the Dog. Mais bon, on va en parler. Donc, elle revient ici 11 ans après le sublime Bright Star. The Power of the Dog est donc son 8e long. Elle en signe le scénario, une adaptation du roman américain de Thomas Savage, paru en 1967. Le film se déroule en 1925 dans un ranch du Montana mené par 2 hommes, le très terrien Phil Burbank et son frère George, qui se rêve plus bourgeois et qui est un peu plus, on va dire, délicat en apparence. Lorsque Rose, l'épouse de ce second frère et déjà mère en premières noces, vient s'installer au ranch, l'inquiétant Phil voit cela d'un très mauvais œil et l'équilibre entre les frères se disloque. Phil est interprété par Benedict Cumberbatch, George par Jesse Plemons, qu'on a vu dans Irishman ou dans The Master, Rose par Kirsten Dunst, et le fils de cette dernière, qui joue un rôle important aussi, par Cody Smith McPhee, qu'on a vu dans l'adaptation de The Road, le roman de Cormac McCarthy par John Hillcoat. Et il était aussi dans le remake de Morse. Morse a eu son remake par Matt Reeves, oui. On aperçoit aussi dans le film Thomasine McKenzie qu'on a vu dans Last Night in Soho, mais ici dans un tout petit rôle. Johnny Greenwood, donc
de Radiohead a travaillé sur la musique du film. La jeune et prometteuse Harry Regner est au poste de directrice de la photographie. Elle a travaillé auparavant avec Peter Strickland sur In Fabric notamment. Et Jane Campion a obtenu pour ce film The Power of the Dog le Lion d'argent de la meilleure réalisatrice à la dernière Mostra. Notons que le film est distribué par Netflix et donc disponible sur la plateforme et était visible 3 semaines en amont en Belgique. C'est Lucien qui va commencer sur ce film. Alors, je vais faire un truc que j'aime pas, que j'ai beaucoup fait aujourd'hui en plus, mais je vais parler de mon expérience personnelle avec le film, parce que quand je le découvre, je ne sais absolument rien du film et je ne le vois pas en salle, donc je le vois chez moi. J'ai juste vu la bande-annonce, qui, comme souvent avec les bandes-annonces, vend un autre film, un film qui n'existe pas. Et donc, dès les premiers instants du film, je suis assez étonné par ce que je suis en train de voir. Dès les premiers instants, je trouve ça très joli, très référencé, et je me dis, bon, qu'est-ce que ça va être? Je connais un peu le cinéma de Jane Campion, que j'aime généralement beaucoup. Nos auditeurs et lecteurs les plus assidus se souviennent peut-être qu'on avait mis un film de Jane Campion dans notre top 10 de la décennie passée, qui était Bright Star, donc. Bref, je découvre le film, et dès les premiers instants, je trouve que le film est extrêmement étonnant. C'est-à-dire que je m'attendais absolument pas à un film comme ça. C'est un film qui avance caché et qui en même temps est limpide en permanence. Il y a un truc comme ça où vraiment on sait jamais exactement où il va aller, et en même temps ça nous paraît évident quand ça arrive. Il y a quelque chose comme ça. J'ai pu dire que le film n'était pas limpide pour tout le monde. En tout cas pour moi il l'a été, de la manière dont je l'ai vu en tout cas. Tout m'a semblé extrêmement compréhensible, et c'est très fort je trouve d'arriver à faire un film qui est aussi limpide sur des rapports et sur des mouvements internes de personnages. C'est un film qui arrive vraiment à filmer l'intériorité de ces personnages. Ça arrive pas si souvent que ça. Même si c'est une grande qualité, ça a pu l'être en tout cas à une époque. Je trouve qu'aujourd'hui c'est pas ça qui intéresse le plus les metteurs en scène aujourd'hui. Lucien, je te coupe tout de suite là, juste parce que tu mets le doigt sur un truc qui moi m'a frappé dans le film, c'est que elle arrive à illustrer l'intériorité de ses personnages de manière purement visuelle, et notamment elle fait ça très fortement avec bien sûr les paysages qui vont, on va dire l'environnement de manière plus générale, que ce soit une maison ou que ce soit des paysages vastes et jaunes qu'on imagine arides, ou que ce soit une espèce de clairière / étang, un peu une zone beaucoup plus humide. Elle va à travers justement différents environnements avec la lumière énormément. Aussi. Avec la lumière sur ces personnages. C'est très réussi en effet, et je te suis sur le fait que c'est un film qui me semble en effet tout à fait limpide, en tout cas très... même s'il ne dit pas beaucoup, voilà, complexe, mais qui est avare en mots, en explications, mais qui me semble quelque part... couler de source, on va dire. Ou en tout cas, quand le film se clôt, on dit, ah ben... Enfin voilà, moi je trouve que c'est extrêmement satisfaisant, vraiment très très bien écrit, parce qu'elle sait, Jane Campion, elle a un art de distillation justement des informations dans son film extrêmement subtil, qui fait que le spectateur est tout le temps aussi, il va tout le temps compléter juste ce qu'il faut pour rester en éveil et rester super attentif à tout ce qui se passe. Elle est brillante dans les premiers moments où elle est brillante presque tout le long du film, mais quand Kirsten Dunst revient à la maison, elle arrive à rendre l'atmosphère de cette maison irrespirable. C'est horrible, avec très peu de choses, très peu d'éléments. La présence aussi de Benedict Cumberbatch, du personnage de Benedict Cumberbatch, est très bien travaillé. C'est un personnage qui, quand il arrive quelque part, on a l'impression qu'il fait plus froid. Et on a l'impression que en même temps, il capte toute l'attention. Il capte toute l'attention et il jette un froid en même temps. Et enfin, là où je trouve que le film, dans une première vision, je pense que ce ne sera pas le cas à la deuxième vision, mais donc il y a un moment dans le film, un passage qui fait que le jeu de massacre annoncé entre les deux frères et Rose n'aura pas lieu. Et le récit se déplace avec l'intervention du fils de Rose. Et là, le récit va se déplacer légèrement, les enjeux vont se déplacer aussi. Et je trouve que le film, c'est pas qu'il patine, mais c'est que d'un coup, on n'est pas exactement où est-ce qu'on s'attendait à se trouver. Et le film met un petit peu de temps à raccrocher les wagons et à décentrer les enjeux. Mais je pense que c'est un truc qui se tombe
totalement à la deuxième vision parce qu'à mon avis, justement, tu regardes comment Jane Campion fait pour justement subtilement déplacer les enjeux, les resserrer autour des deux personnages qui sont les plus complexes du film, quoi. C'est-à-dire Phil et le fils de Rose. Lucien. C'est marrant parce je pense qu'on est très d'accord sur le film. Je voulais juste rebondir sur un truc que tu disais par rapport à l'atmosphère, je sais plus comment, angoissante ou en tout cas lourde dès que Benedict Cumberbatch arrive dans le plan. Il y a quelque chose qui m'a assez fasciné sur la manière dont elle va gérer le décor de cette maison. C'est la manière surtout dont elle va gérer l'extérieur de la maison depuis l'intérieur. Parce qu'il y a toute une scène où elle va utiliser alors le plan iconique de Searchers avec John Wayne. À chaque fois qu'on le voit dans un western, c'est le premier truc auquel on pense. En fait, elle le reprend peut-être 20 fois dans le film. Vraiment, il y a quelque chose d'extrêmement marqué. Mais elle l'utilise à chaque fois de manière différente. À chaque fois, cette ouverture sur l'extérieur raconte quelque chose de différent, sur un personnage parfois différent. Et c'est vraiment... Là, ça, je trouve ça vraiment brillant parce que c'est reprendre une formule qui est éculée, qui est vraiment extrêmement forte, qui raconte peu ou prou toujours la même chose. Et la première fois qu'elle va l'utiliser, on peut la lire comme ça. Et puis plus elle va l'utiliser, plus en fait elle va approfondir ce gimmick, on va dire, de mise en scène, ce truc-là. Et à chaque fois, ça va raconter quelque chose de différent, à un moment donné différent, un nœud différent qui va s'ouvrir, ou en tout cas un rapport entre les personnages, avec à chaque fois ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur, la lumière et la pénombre. Bref, l'autre chose, et c'est là que je vais me mettre peut-être un peu en désaccord avec toi, Oli, c'est que moi je trouve justement que ce moment de patine dont tu parles, c'est le moment que je trouve le plus touchant dans le film. Enfin, c'est pas le plus touchant, pas le plus émouvant, parce que c'est évidemment ce qui va se passer après, alors que la première partie du film est plutôt angoissante, plutôt malaisante. Il y a un moment en effet où le film devient émouvant dans un sens plus touchant, on va dire. Mais l'espèce de moment charnière qui dure en effet peut-être 5-7 minutes dans le film, je sais pas exactement, le temps de raccrocher les wagons comme tu dis, je le trouve passionnant parce que justement il est imprévisible et donc excitant. Enfin, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Par contre, et moi je dirais plutôt que le moment où le film patine un petit peu, c'est juste avant, et c'est sur la fin de ce qu'on pourrait appeler ce que tu as appelé le jeu de massacre, cette espèce de la fin du segment home movie, qui pour moi tire un tout petit peu en longueur, mais vraiment un tout petit peu, sur la fin de cette partie-là. Je veux dire, avant que le film ne se réouvre d'une manière différente, disons. Bon, mais je vais être un peu la voix discordante dans ce concert de louanges, et pour ça je vais reprendre certains éléments que vous avez évoqués plus tôt, parce que personnellement j'ai de gros soucis avec la manière dont le film est structuré, du moins avec l'écriture même du film qui fonctionne le plus souvent sur un mode allusif, qui mise beaucoup sur l'atmosphère, le non-dit au détriment de la narration. D'une certaine façon, j'ai envie de dire, pourquoi pas, si le film n'était qu'un film porté par ces personnages, ça me poserait pas problème. Le problème, c'est que c'est un film quand même qui s'achève sur un retournement de situation qui obéit à une logique de thriller. On est beaucoup plus dans le thriller à ce propos que le western. Et ce twist qui tourne autour de la relation entre Benedict Cumberbatch et Cody Smith t'amène quand même beaucoup à te poser des questions sur ce que t'as vu auparavant, sans pour autant que ce soit très clair sur à quel moment cette bascule a débuté. Ce que ça semble te dire de la relation entre les deux personnages, c'est même assez ambigu à mon sens. Non, ça c'est pas vrai. Et tout ça, moi, ça découle d'abord d'un vrai déséquilibre dans le récit, puisque t'as ce personnage de Cody Smith qui a une grosse importance dans la deuxième partie du film, mais qui est absent de quasiment toute la première heure du film. Campion a préférant à ce moment-là se concentrer sur ce petit bout de femme de Kirsten Dunst qui débarque dans le grand manoir des deux frères, qui se retrouve en proie à la méchanceté de son beau-frère, avec une caractérisation des personnages, moi, désolé, mais je trouve ultra caricaturale et pas loin d'être catastrophique, avec ce Kirsten Dunst, là, une petite poupée de porcelaine éplorée face au mâle alpha hirsute, plein de sueur, sale, incarné par Ken Cumberbatch, même si tu sens que Campion cherche à nuancer ça avec le fait que le personnage de Plymouth aurait sa part de responsabilité, puisque tu peux être amené à te dire que par son insistance à vouloir faire jouer du piano à Kirsten Dunst, il est aussi co-responsable de ce moment embarrassant pour Dunst où elle se retrouve à ne pas arriver à jouer devant ses invités.
mais c'est aussi quelque chose qui est battu en brèche par les premières séquences de présentation du personnage de Plymouth, qui est pas du tout montré comme ça auparavant. T'as un moment, notamment cette très belle scène, une des plus belles scènes du film, où ils s'arrêtent avant d'arriver au manoir en haut d'une montagne, ils sortent de la voiture, de la calèche, et ils sont en train de prendre le thé, et d'un coup tu as le personnage de Plymouth qui fond en larmes, et tu as ces deux personnages qui sont découpés dans le décor, qui sont minuscules au sein de ce cadre-là, et qui sont placés sur une même ligne d'égalité, sur une même ligne d'horizon, et donc j'ai beaucoup du mal à comprendre ce qu'elle cherche à développer autour de personnages de Plymouth par la suite. C'est quelque chose qui tend à rendre le propos du film sur la masculinité toxique extrêmement caricatural, schématique. Et tu parlais plutôt là chez Lucien de surligner les choses chez Spielberg, mais là ça se pose là quand même, ça va complètement dans ce sens-là, puisque ce final suppose que la décision de Cody Smith, il l'a prise plutôt dans le récit, et que c'est quelque chose qui m'apparaît là aussi pas du tout construit, pas du tout amené, et c'est ramené un peu au forceps à la fin du film de manière extrêmement artificielle. Ouais, c'est marrant parce que alors il y a plusieurs choses que tu dis avec lesquelles je suis évidemment pas d'accord. C'est la fin, qui pour moi justement est plutôt ambivalente. Alors je trouve que le côté surligné, en tout cas moi je le ressens à aucun moment. Quand je parle de surligner les choses, c'est la manière de l'expliciter aussi lourdement par une ligne de dialogue. Ah oui, dans ce sens-là, ouais. De quoi le personnage est décédé, et donc qui est responsable de sa mort. Sauf que c'est construit c'est presque un fusil de Tchekhov, parce qu'en fait c'est jamais vraiment expliqué le fait alors c'est difficile sans spoiler, mais non, parce qu'il n'est jamais expliqué l'impact, enfin on ne développe jamais rien autour de cette maladie. Alors on le comprend. Il y a une ligne de dialogue très claire dessus, on le voit lui-même partir, s'enfoncer dans les montagnes, procéder à un prélèvement. Donc je veux dire, c'est quand même... En effet, c'est-à-dire que cette ligne de dialogue à la fin explicite ça, mais c'est à aucun moment ça n'alourdit le truc. Ça reste dans la logique de construction du récit autour de cette maladie dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Dont on dit juste au début, faut pas toucher les vaches noires là ou je sais plus quoi, et puis ça s'arrête là, et puis ça revient. Ça revient 3 fois dans le récit. Ça suppose qu'à un certain moment, il y a eu une préméditation beaucoup plus prononcée. Donc lorsqu'elle arrive, cette ligne de dialogue, elle est là pour te dire les choses étaient écrites bien avant et bien en amont. Et pour moi, faire reposer tout le propos du film sur cette masculinité toxique, la sexualité réprimée de ces personnages masculins, de la faire reposer sur un simple twist, un moment de bascule qui arrive au final et que tu dois relire à l'aune de tout le film, ça me semble assez problématique. Bah, c'est marrant parce que justement, moi, ça fait partie des choses qui m'intéressent dans le film. Oui, moi aussi, je trouve que c'est passionnant, justement, ce truc-là. Je trouve justement que la question le thème du film, c'est vraiment la masculinité, ce qui est quand même assez rare chez Jane Campion, puisque d'habitude, elle a beaucoup d'héroïnes. La modernité aussi. Moi, c'est une approche moderne sur la masculinité, selon moi, dans ce film. Ouais, mais je trouve parce que enfin non, vas-y. Non, mais c'était juste pour souligner ça, et je trouve que c'est je trouve ça au contraire passionnant ce qu'elle fait, et c'est difficile de nouveau sans spoiler, mais spoiler, ouais. Mais et par rapport à ce qui se passe à la fin, je trouve justement, moi, Manu, je suis pas aussi clairvoyant que toi, parce que je vois que des choses sont mises sur mon chemin, je vois des choses qui sont un peu des péines, mais je ne me fais pas le film à l'avance, quoi. Et justement, je découvre en même temps, et je suis surpris par la fin, mais en même temps, ça la joue pas à la twist, hein, c'est pas non plus une révélation. Waouh, putain, le truc. Pour moi, au final, c'est ça le problème. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que le prélèvement arrive pas si tôt dans le film. Il arrive quand même relativement tard dans le film, quand quelque chose d'autre est déjà enclenché. Et donc ça brouille les pistes, ça rend le truc encore plus ambivalent. Et le moment où l'explication, factuelle, arrive à la toute fin, en effet, par une ligne de dialogue qui est assez limpide, qui est assez claire. Mais oui, ce truc-là est un peu... on pourrait dire surexpliqué, mais cette surexplication, justement, pose 10 000 questions qui troublent tout le propos du film, qui prolonge, je veux dire, l'ambiguïté qu'il y a entre ces personnages, et qu'est-ce que ça raconte, etc. Et moi, ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Par ailleurs, tu disais dès le début, et ça, je pense, ça rejoint aussi le truc sur la masculinité, que le personnage de Kirsten Dunst était...
Oui, t'as été très dur là, Manu, poupée de porcelaine, machin. Ouais. Mais non, parce que je trouve le jeu de Kirsten Dunst extrêmement emprunté. Ça a peut-être plus à voir avec la direction d'acteur de Campion qu'avec l'actrice en tant que telle, mais le côté petite fille fragile, sans maquillage, toute fébrile. Alors, moi, je suis pas du tout d'accord. Mais moi, j'ai beaucoup de mal, d'autant plus quand tu mets en opposition avec ce personnage surviril de Cumberbatch. Je trouve ça vraiment lourd au niveau des intentions. Pour le coup, il n'y a pas besoin de fleurs pour que ça clignote, là. C'est marrant, je pense l'inverse, justement. Je trouve que sur le début du film, elle est construite, justement, à l'inverse de ça. Elle est construite à l'inverse de ça. Ouais, mais si, carrément. C'est une meuf qui tient seule un resto avec son fils, et quand son fils se casse, elle continue. Mais qui s'effondre dès la première séquence où tu la vois. Ah non, qui mord sur sa chic dès la première séquence où on la voit, où elle râle sur les précédents occupants qui ne sont donc pas occupants de son restaurant, clients de son restaurant, qui ne sont donc pas Cumberbatch. Je veux dire, c'est juste avec cette petite séquence-là, elle te fait ressentir tout le poids quotidien que cette femme a sur les épaules. Et quand Cumberbatch arrive, c'est en effet la goutte d'eau, et Cumberbatch la chope tout de suite parce que c'est exactement ça qu'il recherche. Mais ça, justement, je trouve que sans rien appuyer, tout est clair. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a un jeu de pouvoir là qui s'installe de manière hyper claire, sans devoir passer 4 scènes à te l'expliquer. Je trouve ça super malin. Et l'autre truc, par rapport à ce que je disais avec Oli sur la modernité, je trouve que, alors c'est aussi un truc éculé de western, mais je trouve qu'elle l'utilise assez bien, c'est la manière dont elle utilise les balbutiements de choses qui sont très intégrées à notre vie quotidienne aujourd'hui, pour te raccrocher à une époque qui n'existe plus, entre guillemets, ou qui n'existe plus telle qu'elle. Alors ça passe évidemment par les voitures, alors que le film commence à cheval, par ce genre de trucs, mais c'est aussi sur les fringues, sur les baskets blanches, par exemple, tout ça, je trouve ça assez malin. Mais ça c'est inhérent au western. C'est de la mise en scène. Ah ouais, bien sûr. Le western a toujours joué sur cette opposition avec l'arrivée de la modernité et les vestiges d'un ancien monde. Pour le coup, elle fait pas quelque chose de novateur dans ce sens-là, et ça, je veux pas dire qu'elle fait pas bien les choses, pour le coup, j'ai pas de souci avec ça. Le problème que j'ai, c'est avec cette construction complètement déséquilibrée que t'as du film, avec au final ce personnage principal qui se retrouve absent pendant quasiment 1 heure de film. Donc voilà, je trouve le film extrêmement bizarrement construit, en fait. À nouveau, moi je trouve que l'absence de ce personnage est super intéressante. Là, tu parles du personnage de Jesse Plemons. Non, je parle du personnage du jeune gamin, quoi, que tu vois au tout début du film, puis qui disparaît, puisqu'on se concentre sur Kirsten Dunst et Benedict Cumberbatch, et qui va revenir au bout d'1 heure de film. Sa fuite et son retour sont super intéressants et sont super porteurs et racontent énormément de choses sur le personnage. Sa fuite, le moment où il se casse parce qu'il est vénère, justement, on le voit. C'est à partir de ce moment-là. Il l'amène à l'école. Il l'amène à l'école, il le dépose à l'école, et ils partent après eux rejoindre le manoir. Il n'y a pas de fuite de lui. Ah si, il y a clairement un moment où il y a une fuite, après il revient, il reste dans les parages, on va dire, et puis à un moment il disparaît en effet. Mais donc il y a quelque chose qui est initié par la première fuite, et quand il revient, on sait que quelque chose a changé dans ce personnage, et quelque chose change quasi juste après. C'est pas du tout les mêmes temporalités, c'est 2 moments distincts. T'as le personnage qui disparaît dans la scène du repas au tout début, effectivement, mais son retour dans le récit dont tu parles, il se situe pas du tout dans cette continuité. Après, t'as Kirsten Dunst qui va épouser le personnage de Jesse Plemons, il l'amène à l'école, et là, pendant 45 minutes de film, il disparaît. Mais Manu, moi je trouve pas que ce soit un problème, justement, c'est une particularité du film, en effet, que ce personnage-là disparaisse et puis revienne. Et d'ailleurs, c'est ce dont je parlais dans ma première intervention, parce que ça met un temps à se resserrer, à déplacer les enjeux, justement, quand ce personnage-là revient. Moi, ça me pose aucun problème. Je suis d'accord avec... Tu parlais justement d'un film qui patine à ce moment-là, donc tu me dis ça te pose pas problème, mais toi, en tant que spectateur, t'as ressenti ce moment de patine quand même. Oui, ok, d'accord, je l'ai ressenti, mais n'empêche que ce qui se déroule après est très intéressant. D'ailleurs, là, pour aller dans ton sens, Manu, c'est pas un moment de patine. Enfin, Lucien disait que c'était 5-6 minutes. Non, pour moi, c'est un bon quart d'heure. Voilà, où c'est juste que les enjeux se déplacent de manière étrange, de manière inattendue. On n'attend pas que le récit il va dans une certaine direction, et puis en fait non, il te surprend et il fait autre chose avec un autre personnage qui revient. Donc voilà, c'est juste... Je crois vraiment que ces 10 minutes font partie probablement des 10 minutes que je préfère du film. Vraiment, je trouve justement que ce moment un peu trouble est passionnant. Et donc, pour finir sur Kirsten Dunst, quand même, pour la racheter un peu, donc déjà, je suis d'accord avec Lucien quant au personnage sur la première partie du film. Et puis ensuite, là où je peux aussi être un peu d'accord avec toi, Manu, c'est qu'une fois que Kirsten Dunst, en gros, est
bloqué dans une face du personnage, on va dire un peu la face pompette Tennessee Williams, elle est un peu malheureusement que sur ce truc-là, quoi. Mais c'est le personnage qui veut ça, c'est pas l'interprète qui veut ça. Malgré ça, elle arrive quand même à sortir des subtilités avec juste avec son jeu, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, elle fait juste un pas de travers et t'as compris en une seconde qu'elle était bourrée. Ou le moment où elle va boire le premier verre, ça c'est aussi une question de mise en scène, mais tu comprends qu'elle est partie dans cette direction, quoi. Tu vois, il y a aucune... Jane Campion s'arrange pour que souvent dans son film il y a des choses où il n'y a aucune équivoque, quoi. C'est voilà, en un geste t'as compris, ça prend cette tournure là, boum, et t'avances. Et je trouve justement que le film est extrêmement brillant là-dessus, dans la manière dont il appuie certains éléments ou qu'il est allusif sur d'autres, quoi. Ouais, peut-être, mais moi je trouve que c'est révélateur de tous les problèmes d'écriture du film. C'est assez visible autour du personnage de Kirsten Dunst, mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez les personnages masculins, avec notamment tout ce qui se passe autour du dernier acte, que je trouve à la fois extrêmement mal amené dans la manière dont elle amorce plutôt la bascule du personnage principal. Je parle du personnage du jeune garçon, sans en fait jamais vraiment le filmer du point de vue du personnage, cette bascule, mais elle le filme sous la forme d'un twist qui est énoncé de manière extrêmement explicite par le croque-mort auprès de Jesse Plemons au moment des funérailles. Voilà, moi je trouve que c'est compliqué d'en parler sans spoiler, mais pour moi c'est vraiment dans ce genre de problème d'écriture et de point de vue qu'il y a toute la problématique du film. Merci messieurs, je propose que nous nous arrêtions là avant d'être encore plus cryptiques pour nos auditeurs. Et on va enchaîner donc avec Julie en 12 chapitres. I said goodbye to me, I looked in the mirror, then I began to cry. I leave my things behind for all to see and hope that she will understand why. Ending the game is like changing the name of your favorite song. Da, hvis du glad i meg, hvis du elsker meg, så da fikser vi alt det andre. Ja, jeg elsker deg. Men jeg elsker deg ikke. Et pour finir, nous parlons donc ce soir encore d'un film sorti il y a déjà quelques temps, mais sans doute déjà disponible sur certaines plateformes ou certaines voies moins légales. Le film Julie en 12 chapitres, soit The Worst Person in the World, le film de Joachim Trier, donc un réalisateur scénariste norvégien né en 74, qui avait fait forte impression en 2011 avec le succès critique et public de son deuxième long métrage Oslo 31 août, qui révéla l'acteur Anders Danielsen Lie, qu'on a vu depuis dans à peu près un film scandinave sur 2. Après ce coup d'éclat, Joachim Trier a réalisé la coprode internationale Louder Than Bombs avec Zaza, Isabelle Huppert en 2015 et le film fantastique Thelma en 2017. Alors, ce nouveau film raconte l'histoire de Julie, une trentenaire hésitante sur le plan professionnel, voire amoureux, voire dans tous les domaines, qui va se mettre en couple avec Axel, un dessinateur de BD de 15 ans, son aîné. Construit en 12 chapitres, un prologue et un épilogue, de manière extrêmement littérale, le film construit un portrait morcelé d'une héroïne moderne, indécise et prompte à l'auto-sabotage. Donc, coécrit comme tous les autres films de Joachim Trier avec Eskil Vogt, le film est interprété par Renate Reinsve, qui a obtenu pour ce rôle de Julie le prix d'interprétation féminine au dernier festival de Cannes, mais aussi donc le précité Anders Danielsen Lie et Herbert Nordrum dans le rôle du deuxième bonhomme du film. La photographie du film est signée du Danois Kasper Tuxen, qui a travaillé auparavant avec Anders Thomas Jensen, donc le mec de Adam Sapples, mais aussi avec Gus Van Sant sur Sea of Trees en 2015. Alors, c'est moi qui vais commencer sur le film de Joachim Trier. Eh bien, contre toute attente, puisque je n'étais pas un grand admirateur de Oslo 31 août, j'ai trouvé ce film très réussi, très beau, très bien écrit. Principalement, moi, la grande réussite de ce film, c'est qu'il parvient à la fois à être éminemment actuel, éminemment moderne, éminemment contemporain dans ses thématiques, et en même temps extrêmement romanesque. C'est-à-dire que ce truc de prologue, un épilogue, 12 chapitres, c'est annoncé dès le début du film, et alors on peut se dire, oh mon Dieu, mais si jamais je me fais chier au chapitre 8, je vais souffrir, mais le film réussit à
transfigurer cette forme, ou en tout cas à extrêmement bien découper toutes ces petits chapitres, ces scènes, on va dire plutôt ces moments de vie. Il y en a des très courts, il y en a des très longs, il y a des digressions, et cette forme n'est jamais embarrassante, va jamais prendre le pas sur le film, en tout cas sur l'émotion du film. Cette forme romanesque, elle est aussi appuyée par certaines digressions que peut faire Joachim Trier à certains moments. Parfois avec l'emploi de la voix off, et en même temps le film est aussi extrêmement actuel parce que il parle d'une trentenaire, d'un monde actuel qui est on va dire désenchanté, qui est dans une hésitation permanente. Le film aussi intègre pas mal les nouveaux moyens de communication. Il y a un moment dans le film qui est un moment clé au milieu où Julie se retrouve dans une espèce de, on va dire, quelque chose qui ressemble à une réalité augmentée, un peu avec un look un peu instagrammé, et je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. C'est vraiment intégré au film. Et enfin, quand je parlais du romanesque, je dirais que Julie, c'est un personnage qui est très ambivalent, très complexe. Je pense c'est un film qu'on peut revoir à différentes étapes de sa vie et le lire de manière différente, un peu comme les grandes héroïnes de la littérature, que ce soit Anna Karénine, Madame Bovary, N'en jetons plus. Mais je crois qu'on peut voir ce film différemment à divers âges de la vie, et pour moi c'est une très grande réussite. Et en plus le film est à la fois drôle, il fait rire et il fait pleurer. Donc voilà, c'est super, allez-y. Lucien. J'aurais envie de rien dire après tout ce que tu dis. Dans l'ensemble, je suis plutôt d'accord. Je trouve que la grande force du film, et ça peut paraître péjoratif dit comme ça, mais c'est d'avoir des très jolis moments. C'est-à-dire que régulièrement dans le film, il y a des instants de grâce, en effet, des moments. En fait, le film est très simple dans sa manière de raconter les choses, disons. Et il y a des très beaux moments. C'est comme tu disais, c'est des moments de vie, c'est chapitré en moments de vie. Et il y en a certains qui sont vraiment, vraiment, vraiment très touchants. De manière générale, je trouve que la lumière est très jolie, à l'exception de 2-3 instants où il se passe des trucs un peu étranges. On dirait qu'ils modifient la sensibilité lumineuse de la surface. Je sais pas s'ils ont tourné ça en pellicule ou en numérique, mais il y a vraiment des moments où il y a des modifications de luminosité comme ça qui semblent venir de la caméra. Enfin, c'est très étrange. Mais de manière générale, je trouve qu'il y a une très belle lumière, très douce, qui ressemble un peu au film, en fait. Enfin, qui participe à créer la beauté de ces petits moments. Après, moi, là où je me mets en défaut de toi, Oli, c'est que à aucun moment je ne vois une quelconque grandeur dans le film. Je trouve juste que c'est un joli petit film. Très probablement que c'est pas... Enfin, voilà, quand tu parles de Anna Karénine et de Madame Bovary, je te trouve assez magnanime. Je pense que c'est un film que je reverrai jamais. C'est un film que j'ai trouvé au-delà de la beauté de ces moments, extrêmement prévisible. J'avais à certains moments, même dans sa mise en scène, où je voyais un plan, j'étais capable de prédire le plan qui allait suivre, à l'exception d'une scène qui est un peu explosive, disons, qui est assez inattendue. Mais à beaucoup de moments dans le film, je me suis dit, ok, non, donc là, ok, là il va faire tel plan, là il va faire tel plan, et c'est exactement ça qui se passe, et donc c'est exactement comme ça que le film se déroule. Et c'est même pas un grief que je fais au film, dans le sens où le film se suit avec plaisir, se suit avec douceur, j'ai même envie de dire. Ouais, bon, après, si tu sais prédire un chant après un contre-chant ou inversement, c'est pas une capacité de prédiction top génial non plus, hein, Lucien. Oli, je suis médium. Non, mais blague à part, je ne parle évidemment pas de chant contre chant. Il y a vraiment des moments où je trouve que la mise en scène est un peu académique. C'est toujours horrible de dire ça, mais un peu, oui, prévisible, un peu, il fait tout bien comme il faut, mais... Un peu programmatique, en fait. Un peu programmatique, oui. Non, moi je dirais plutôt qu'elle est simple, qu'elle est limpide et qu'elle est pas ostentatoire. Voilà. Déjà, il y a quand même des moments ostentatoires dans le film. T'as parlé de la scène d'hallucination, la scène comme je te parlais, dans une réalité figée, instagrammée. T'as la scène de toute la très très longue séquence de nuit,
de drague sans se draguer. Enfin bon, non, si c'est clairement de la drague, mais bon, C'est juste de la drague sans pénétration, c'est tout. Mais c'est de la drague quand même. Bah, moi, j'ai pas vu le film, mais ça fait quand même un peu peur. Ça fait penser à un film de Cédric Clapiche, ce que t'es en train de raconter quand même. Bah, c'est un peu... Si, en fait, c'est un peu un film de Cédric Clapiche, mais bien foutu. Ah, n'importe quoi. C'est un film qui commence chez Woody Allen, qui termine chez Bergman. Oh. Ça part de Cédric Clapiche pour arriver chez Jeunet, c'est ça le concept du film? Alors, je n'ai pas trop. Mais... Manu, le début de cette scène est génial, puisque c'est une fille qui se fait chier à une fête, à un vernissage de son copain. Et alors, elle erre, elle se promène et elle voit une fête. Et elle se dit qu'elle va s'incruster dans la fête. Donc voilà, c'est quand même assez chouette de commencer une scène comme ça, hein, avec un personnage qui décide de s'incruster alors qu'elle ne connaît personne, etc., et qui va rester toute la nuit. Ensuite, je trouve que l'actrice est géniale parce que et la mise en scène du personnage est aussi très très bien. Quand je parle de génie, ok, peut-être que je suis un peu peut-être que je déborde un peu, mais bon, vous avez tellement l'habitude que je sois un pisse-froid que voilà, peut-être que je peux m'enthousiasmer un petit peu une fois. Oui, carrément, ça fait du bien. Et donc ce personnage, ça nous rappelle que tu vis. Un personnage qui peut être parfois extrêmement simple. Girl Next Door, vraiment la copine simple, naturelle, pas spécialement jolie, et qui, à certains moments où elle se sent bien, où elle décide d'être jolie, où elle enfin investit sa vie, devient magnifique d'un coup. Donc elle est à la fois, elle peut être sublime de manière courte, et en même temps elle est tout le temps, on va dire, commune et naturelle. Et puis là où je te disais que ça se termine, ok, quand je dis Woody Allen, Bergman, ok, je suis un peu superlatif, machin, Tolstoï, Flaubert, mais là où j'étais aussi étonné, c'est que le film, finalement, je l'ai trouvé très amer, même s'il est très doux, comme tu disais, mais j'ai trouvé le film très dur, en fait. Vraiment, la fin laisse un arrière-goût d'échec dans la bouche qui est quand même étonnant, je trouvais. Bah, à ce niveau-là, le film est très à l'image de sa personnage principale, qui est un peu, comme tu le disais, un peu ambivalente. Je crois que le titre international, c'est The Worst Person in the World. Ça en dit assez long, et c'est vrai que c'est un personnage qui est très changeant, qui est admirablement écrit et interprété comme son amant le plus clair du temps, disons. Je trouve que en fait, moi, ce qui me ressort surtout aujourd'hui, ce dont je me souviens le plus aujourd'hui du film que j'ai déjà vu il y a quelques semaines maintenant, c'est cette espèce d'hagiographie d'une histoire d'amour, en fait. Et c'est ça que je trouve le plus beau. Là où tu parles, toi, justement, d'autres scènes, en parlant de moments de mise en scène ou de moments où elle s'éloigne et va qui participent à la construction de cette histoire d'amour-là, mais vraiment la première histoire d'amour, entre guillemets, qui tient sur tout le long du récit, est vraiment très belle et très touchante. Ça, il faut dire ce qui est. Voilà, et mise en scène de manière plus simple. Enfin, moins ostentatoire, en tout cas. Et donc, Manu ne l'a pas vu, mais donc pour te persuader, Manu, d'aller voir ce film, c'est quand même un film où à un moment, un personnage dit « Combien de fois est-ce qu'on peut voir dans sa vie un après-midi de chien ?» Et l'autre personnage dit « Un bon paquet de fois. » Donc tu vois, tu dois voir ce film. Dans une scène qui est très belle. Très bien, merci messieurs. Nous allons passer maintenant au conseil. Donc l'inspecteur Harry a quelque chose à nous dire. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Dernière ligne droite de cette émission, nous passons donc maintenant au conseil, et je n'en ai pas, donc c'est Manu qui commence. Ah bah super, super. Merci de me refiler la patate chaude d'Olivier. Je vais être assez bref, je vais parler d'un film que j'ai découvert assez récemment en Blu-ray chez Elephant Film, qui est Un tueur dans la foule, 2 Minute Warning de Larry Pierce en 1976, avec un casting pléthorique avec Charlton Heston, John Cassavetes, Gena Rowland, Martin Balsam, Beau Bridges, le frère de Jeff, Walter Pidgeon, voilà, donc je m'arrête, donc pas le plus dégueulasse des castings. Et c'est un film qui se situe à un moment charnière du cinéma américain, qui est vraiment au croisement avec d'un côté le cinéma catastrophe, on pense au
aux grandes productions d'Irving Allen, comme La Tour Infernale, et de l'autre qui est au confluent du cinéma paranoïaque des années 70, avec cette tagline géniale, 93 000 personnes, 33 sorties de secours, un sniper, et donc on se retrouve pris au piège à l'intérieur d'un stade de football américain plein à craquer, avec cette menace qui plane, et que Larry Pierce prend un plaisir à dilater jusqu'à l'extrême, jusqu'à un point de rupture, avec un déferlement de violence qui va laisser le spectateur en état de choc, de pure sidération. Et c'est peut-être un des rares défauts du film, c'est justement de repousser peut-être un peu trop à l'extrême l'arrivée du drame, et donc de perdre peut-être à ce stade certains spectateurs en cours de chemin, mais le moment de bascule est absolument hallucinant. On a presque l'impression de flirter avec le film de zombie, avec ces mouvements de foule. Il y a une sorte de sidération autour de tout ça qui relève d'une expérience de cinéma totalement inédite pour moi. Merci du donne envie, Manu. Lucien. Bah moi, je vais vous conseiller 2 films que j'aime peu. Mais magnifique. West Side Story 1961 et West Side Story 2021. Non, je vais vous conseiller d'aller voir House of Gucci de Ridley Scott. T'es dingue, toi. Qui est plutôt un mauvais film de Ridley Scott. Un film foireux, en tout cas. Un film d'une laideur abyssale, mais un film qui finit quand même par redonner confiance en Ridley Scott, dans le sens où on a l'impression... Ridley Scott et en Jared Leto ? Ouais, surtout en Jared Leto et en Al Pacino, qui sont tous les deux en roue libre, comme on les a rarement vus en roue libre. Non, le Jared Leto, il est toujours en roue libre. Ouais, c'est vrai, mais là, il est... Wow. Non, mais qui redonne un peu confiance enfin, qui donne en tout cas l'impression que Ridley Scott a envie d'à nouveau raconter des choses sur le monde. C'est un film qui créerait peut-être une sorte de triptyque avec Cartel, qui était plutôt un des derniers Ridley Scott que je trouvais intéressant, avec en tout cas deux scènes clés que je trouvais vraiment intéressantes, et un film très bien écrit, plus que très bien mis en scène, mais enfin bref, on n'est pas là pour parler de Cartel. Et All the Money in the World, si mes souvenirs sont bons. Et c'est un peu comme si Ridley Scott avait envie... Le film avec Kevin Spacey, c'est ça dont tu parles, hein? Ouais. Avec remplacé par Christopher Plummer, c'est ça. Ouais. Qui serait un peu 3 films qui chercheraient à... à 3 films qui chercheraient à être vulgaires et à traiter de la vulgarité, et de la vulgarité à travers l'argent. Là-dessus, je trouve que... Le vieux tonton Ridley a encore des choses à nous raconter, même si je trouve que les 3 films sont très imparfaits. Et l'autre, c'est parce que c'est lui qui nous donne la possibilité de donner des conseils, donc je me dois de lui rendre hommage. Je vais parler très brièvement de Cry Macho, qui est vraiment un Eastwood très mineur, avec qui pêche par le fait que Eastwood interprète son propre rôle, alors même qu'il n'est, je pense qu'on peut le dire, plus capable de jouer physiquement. Ça, c'est un peu triste à regarder, et en même temps c'est ça qui donne toute la beauté au film. Le film est très en deçà de ce qu'on peut connaître d'Eastwood, malgré qu'il porte tout ce qu'on aime dans le cinéma d'Eastwood. On pourrait dire que c'est un peu un équivalent de ce qui est le film d'Almodovar, qui a surtout le défaut d'avoir un jeune acteur qui est probablement le pire acteur enfant que j'ai vu de ma vie. Vraiment, c'est un truc affreux, vraiment. Il parcourt tout le film. Toi, tu te souviens pas du gamin dans le film de Scorsese, là? Je ne sais pas de quoi je ne sais pas de quel... Celui qui avait l'air constamment d'avoir pris de l'éthanol entre chaque prise, là, qu'on a retrouvé chez Tim Burton dans les enfants Baudelaire, non pas les enfants Baudelaire, mais le Miss Peregrine et les enfants orphelins. Ouais, c'est possible. Enfin non, c'est vrai qu'il y en a 2-3. Le Anakin Skywalker dans la prélogie des Star Wars jeune est quand même affreux aussi. Enfin bon, bref. Mais je pense que aussi mauvais. Je pense que ce film contient peut-être un des plus beaux plans de la filmographie de Clint Eastwood. Ouais, celui d'Eastwood qui s'allonge et disparaît dans les hautes plaines. Exactement, ouais. Plan classique qui arrive en tout début de film, en plus, c'est très étrange. Un peu vraiment le plan classique du western. On a le crépuscule orange qui bouffe toute la partie supérieure de l'image. On a tout le sol qui est parfaitement noir, et on a l'ombre courbée qui marche tant qu'il le peut, enfin comme il le peut encore, de Eastwood, et qui va, si mes souvenirs sont bons, se coucher pour faire une sieste, et qui va vraiment se disparaître dans l'horizon, retourner à la terre. C'est vraiment un plan que je trouve d'une poésie, d'une beauté plastique assez folle. Après, c'est un peu la seule chose que je sauve vraiment de ce film, qui est souvent touchant même, mais qui est un peu médiocre en comparaison d'autres grandes œuvres du grand monsieur
Clint Eastwood. Merci messieurs, et merci chers auditeurs de nous avoir suivis dans ce long numéro 51. Nous vous encourageons donc à aller vous faire votre opinion vous-même, vu qu'il y a eu beaucoup de désaccords aujourd'hui. Vous pouvez nous suivre bien sûr YouTube, Twitter, Facebook, notre site transmissionlepodcast.com, toutes les bonnes applis de podcast bien sûr, Podcast Addict, PodCloud, Spotify et bien d'autres encore, Google Podcast bien sûr. Merci Lucien, merci Manu. Merci. Merci Olivier, salut les copains. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous, portez-vous bien, allez au cinéma.